Ok. Donc, si jamais quand vous faites continuer, ça ne veut pas charger, vous pouvez aussi faire https l'adresse de votre ESXi 2.5480. Alors, moi qui l'ai arrêté. C'est possible, comme j'avais plus de place, qu'il m'a arrêté mon vCenter. « 54-80. » En attendant, continue ton installation en expérience de bureau. Si. Alors lui, il marche encore ou pas là? Oui, lui c'est bon. Pause. Voilà. Quand on utilise directement l'adresse et qu'on continue pas avec le menu de déploiement, on arrive là. Donc on met le mot de passe qu'on a donné à notre vCenter. Et ici, ça nous permet du coup de reprendre l'installation. Donc du coup, je fais installation. Ici, il nous coche bien que l'étape 1 est bien terminée. Donc du coup, maintenant, on va faire suivant. Ici, il nous demande de revérifier en fait les informations. Donc on aurait pu rebouger quelque chose s'il y avait eu besoin. Ici, bon, je vais quand même activer le SSH histoire de dire, mais c'est pas obligatoire. Ensuite, on fait suivant. Hein? Oh, c'est pas obligatoire. Ça peut être intéressant s'il y a beaucoup de machines et qu'éventuellement sont pas sur les mêmes fuseaux. C'est quoi? Activer quoi? Tu disais? Hein, Joanne? Oui, on peut. Bon, on va pas spécialement s'en servir. L'adresse qui est dans la configuration ici, là, pour accéder à cette interface, c'est l'adresse du vCenter. Oui. Donc là, je touche à rien à part l'accès au SSH. Là, il se vérifie ces éléments s'il n'y a pas de souci. Le SSH? La phase 1? Ouais. Via l'interface, c'est ça? Peut-être que l'interface. Ouais. D'accord, ok. Ok. Donc c'est juste que dans l'autre, comme il était à la suite des premières informations que vous lui donnez, il continue. Donc il se dit que c'était les mêmes que vous lui aviez donné juste avant. C'est pour ça. Alors que là, comme je suis passé par la page internet, il se dit qu'il y revient plus tard, donc peut-être qu'il y a des informations qui vont changer. Donc c'est normal. Oui, là t'attends, c'est ça. Ah, oui. Ça revient. Mais là, c'est juste que. Non, là, c'est pas grave. Synchroniser, c'est plutôt si on a beaucoup de machines.
qui tourne et qu'éventuellement on a des machines qui sont sur plusieurs fuseaux horaires. C'est intéressant que la synchronisation se fasse. Donc là, l'étape d'après, c'est configuration SSO. Donc ici, vous allez mettre rf.lan. Ici, c'est pas vCenter, c'est bien juste le domaine qui est demandé. Toi, tu vas mettre. Ce qu'il y a, c'est que .connect, ça va pas marcher. Juste. Bah si, mais après la liaison, je suis pas sûr que. Mais quand même vCenter.connect, on essaiera de modifier un truc après. Mais je te dis, c'est que je garantis pas que ça va partir. Oui, on essaiera de rechanger remodifier le nom de domaine dans ce cas. On va voir. Donc ici, vous mettez le mot de passe. Vous pouvez remettre éventuellement le même que pour le vCenter que vous avez créé. Ouais, normalement il a récupéré le vcenter.rf.lan que tu avais déjà rentré à la première phase. Essaye de le remettre dans ce cas-là. Et c'est bizarre qu'il ne l'ait pas récupéré. Essaye de le remettre du coup vcenter.rf.lan. C'est bien ce que tu avais tapé au début. Mais moi il me l'a récupéré, donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre. T'as quoi comme nom d'autre dans ESX pour le vCenter? Oui, non, pas le serveur Windows, le nom d'autre pour le vCenter. En face de vCenter, tu dois avoir un nom en bleu. Ouais, à côté. vcenter.rf.lan. Ok. Donc normalement ça devrait être bon. Donc remets-le quand même du coup dans la phase 2 si tu l'as pas mis. Le vcenter.rf.lan. Donc du coup vous mettez le mot de passe que vous souhaitez, du moment que ça rentre dans les infos. Vous faites suivant. Vous pouvez décocher de rejoindre le programme. Vous faites suivant. Et ici, du coup, il vous remet une dernière fois toutes les informations. Comme ça, vous pouvez les relire une dernière fois si vous avez besoin de changer quelque chose. Et là, on fait terminer. Là, il prévient qu'il va pas pouvoir, qu'on va pas pouvoir l'interrompre ou quoi. Et on fait OK. Et là, normalement, ça devrait démarrer. On est bien sur le bon nom de domaine. On a bien la bonne liaison DNS. Voilà, on attend quelques secondes et normalement la barre commence. Et donc là, il n'y a plus qu'à lancer. Il faut compter pareil une vingtaine de minutes. Donc pendant ces 20 minutes là, vous allez installer un autre SXI, mais vous allez mettre moins de performance. C'est-à-dire que vous allez lui mettre SXI2, vous allez mettre normalement 60 Go de disque, ça suffit. Cœur, 6 Go de RAM.
Vous allez le créer pendant que ça s'installe. Hein? Sous VMware, oui. Pour en avoir une deuxième. Ouais. Ouais, t'as remis, attends, c'est quoi? Et toi, je vais peut-être ton domaine, c'est UK.live. Non, oui, d'accord. Voilà, c'est juste ah, d'accord. C'est pas grave, c'est pas. Du moment que les trucs sont unifiés et que ça colle, peu importe. Oui, le principal, c'est que tout soit cohérent, que tu remplis. Et que tu ouais. Ouais. Non, ça c'est pour dire que c'est pour dire qu'on veut le mettre en statut. On va citer. Alors, regarde, ça du coup tu mets essaye. Faut que ça colle en fait au nom de domaine que tu as donné pour le métier. Ces domaines-là qui servira après à changer. Ouais. Je pense que le plus simple, effectivement, ça peut changer le truc, mais ça, c'est déjà plus. Dans tous les cas, essaye de changer juste le domaine des adversaires. Pas de Windows, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des DNS, je crois qu'il y a pas, parce que du coup, tu vas te retrouver dans le même cas qu'on avait vu hier. Ils avaient appelé RF.LAN, et le domaine, c'était RF.LAN. Donc, ça fait que l'entrée qu'on avait mis avec des secteurs pour RF.LAN, il ne veut pas la ligne entre les deux. Si tu changes le nom de domaine, c'est ce que tu veux. Si tu ne changes pas. Non, ça ne marche pas parce que le nom d'hostname de ton récepteur et le nom d'hostname de ton domaine est le même. Alors qu'il fallait que ça s'appelle que ta machine soit vsecteur.rf.lan. Puis hier, chez Automaton, on avait fait rf.lan directement. Du coup, il se mélangeait les pinceaux et je ne pouvais pas faire les liaisons entre les deux. Là, je suis en train de réfléchir. Bon, ça, de toute façon, tu peux enlever. Tu peux faire la clé récepteur et la machine. Ça, c'est. Va sur ta machine de secteur. Donc là, tu installes la disk et le serveur de pour le contrôleur. Non, non, justement. Donc là, c'est ah non, en fait, c'est exactement ça. Ouais, ça déploie le relais DNS. Enfin, de toute façon, le rôle DNS va être installé. Oui. Attends. J'arrive 2 secondes. Et la moitié qui est ici.
vous allez à l'adresse que vous aviez donnée du coup pour votre vCenter. Ici, étant donné que notre machine physique n'est pas reliée sur notre DNS qui est du Windows Server qu'on a créé, on ne peut pas l'appeler en tant que vcenter.rf.lat. Sinon, si vous étiez sur le même domaine ou que votre machine était reliée au DNS du Windows Server, vous auriez pu l'appeler en tant que vcenter.rf.lat. Donc là, bon, comme d'habitude, le risque de sécurité, on accepte. Ici, on lance le vSphere client. Il l'a pas trouvé. Ah, peut-être que du coup on aurait dû. Ça le fait la même chose pour tout le monde. Hein, oui. Donc du coup, non, là pour le coup, il a besoin justement d'aller sur le DNS. Donc, du coup, on va modifier justement pour qu'il. C'est bien, ça fait que ce matin, il n'avait pas fait le cas. Donc là, on va rajouter du coup l'adresse DNS. Donc j'ai mis 10.0.1 et on va mettre un DNS externe à côté. Le DNS de votre Windows Server. Donc celui que je vous ai dit effectivement d'arrêter, mais que du coup, on risque d'avoir besoin encore. Bon, je vais vérifier quand même, hein, que je vous dis des fois que ça soit lui qui m'embête. Pourquoi 83? Ce matin, ça a marché quand j'ai lancé l'autre. Si je fais ça, le PC, il va mourir. C'est quand même pour voir, mais le PC va faire un peu la tronche. Oui, on ne veut pas. J'ai mis forcément les crachés. Je vais l'arrêter pour l'instant. Donc voilà la fenêtre de base de connexion du coup du vSphere. Le mot de passe, l'identifiant c'est administrator arrobase votre domaine, donc rf.lan. Et le mot de passe, c'est du coup le mot de passe que vous avez créé pour vCenter. Oui, c'est celui que, si c'est bien ce mot de passe là que tu as créé. Là, c'est vraiment le mot de passe du vSphere, du vCenter. Donc là, si c'est bon, on fait connexion. Est-ce qu'il reste toujours de la place?
essayer de se connecter là. Je vais mettre à partir du lien, ça va aller plus vite. Et Joanne, t'as réussi à te connecter toi ou pas? Ah, ouais. Bon, pas perdre de temps, je vais montrer autrement. Voilà. Donc là, quand vous arrivez, vous avez une interface qui ressemble à ça. Donc ici, on trouve quelques informations qui nous donnent. Ici, on voit sa capacité d'utilisation. Donc on voit que le CPU, par exemple, est très peu utilisé par rapport au total de fréquences disponibles. On voit que la mémoire, par contre, on a encore un petit peu de marge, mais ça se réduit quand même. Parce que là, du coup, j'ai 450 Go d'utilisé de mémoire sur 639 au total de tous les serveurs. Sachant que là, le total marqué, c'est le total pour tous les serveurs, pour les deux serveurs qu'on a dans la baie. C'est pour ça qu'on a 6 Tera de disque et pour 3,78 d'utilisé. Donc maintenant, pour vous, si vous voulez rajouter un élément, vous faites un clic droit ici sur l'adresse de votre vCenter. Vous allez faire un nouveau centre de données. Je vais l'appeler test. Test avec une majuscule. Donc ça, là pour l'instant, c'est juste le centre de données. C'est le bâtiment, c'est l'enveloppe où vous allez avoir vos serveurs qu'on a créés pour l'instant. Maintenant, si on fait un clic droit sur le bâtiment qu'on a créé, le data center qu'on a créé, on a deux possibilités, ajouter un hôte ou ajouter un cluster. Donc l'autre, c'est quand je vais vouloir gérer des choses, des serveurs qui sont vraiment indépendants les uns des autres. Si on veut qu'ils soient justement plus reliés en cluster par rapport à justement la haute disponibilité et tout, on va faire d'ajouter un nouveau cluster. C'est ce qu'on va faire pour montrer. Ici, c'est là qu'on peut décider justement si on active la haute disponibilité ou pas. Ensuite, là, gérer tous les autres du cluster avec une seule image, c'est-à-dire qu'il aura une image qui va correspondre justement à vCenter, au programme d'installation de base s'il a besoin de récupérer des fichiers. Et donc là, du coup, on n'aura qu'un seul ISO spécifique à notre configuration qui va utiliser. Si on le décoche, chaque machine du cluster aura besoin d'une image spécifique. Donc on le laisse comme ça.
Au niveau de la création d'image, pareil, on n'y touche pas. Et là, il fait un petit rappel. Donc ici, là on le voit qu'il est en train de travailler, là, de la création d'un cluster. Donc on va le laisser finir. Je sais pas s'il va arriver à le prendre. Voilà, donc là ça me donne des informations, il est créé. Maintenant je vais ajouter les autres. Donc je vais à nouveau clic droit sur le vCenter, des mots, et je fais ajouter des autres. Ici je vais mettre l'adresse, je vais voir si j'arrive l'adresse des ESX qu'on veut rajouter. Et donc là, on peut, si on a plusieurs ESX à rajouter, on peut les ajouter à la suite, à la volée. Là, je vais déjà en faire un, parce que le deuxième n'est pas installé. Oui, d'accord, oui. Donc là, on va bien voir s'il arrive à récupérer les infos. C'est celui qui te permet de te connecter à l'autre que tu veux rajouter. Non, il va pas le trouver, j'ai pas mis le bon mot de passe. Bon, là, normalement, il est censé me dire non. Pour la bonne raison que j'ai pas mis le bon mot de passe. Pas la nuit, pas. Voilà. Donc 10.0.0.23. Il te dit quoi comme message? Hmm. Et à partir de ta machine physique, là, tu arrives à pinguer l'autre que tu veux. Ouais, oui, c'est ça. Allez, pourquoi t'es aussi long? Ouais, bah, on va essayer, c'est bizarre. Oui, mais ouais, c'est normal. Pourquoi j'ai aussi long? Je sais bien qu'il y a des lunettes, mais normalement. Ah oui, mais non, parce que du coup, il est pas sur le même truc, c'est pour ça qu'il va pas le voir. Est-ce que je peux arriver à rajouter les deux autres? Ça, c'est pas sûr.
Voilà, là j'ai réussi à en rajouter un déjà, mais qui n'est pas celui que j'ai créé. Et du coup, dans ces cas-là, une fois qu'on a trouvé, il nous rappelle le modèle de serveur sur lequel il est, et il nous montre aussi les différents disques qu'il a en mémoire pour stocker. Allô? Allô, la télé? Les VM details. Oui, c'est les VM d'un autre centre. Donc là, il me dit par exemple que la machine, elle a 19 VM en cours de route. Ok. Donc j'importe pas d'image, il va récupérer celle qu'il a déjà. Oui, là, il me dit qu'il existe déjà, parce qu'effectivement il est déjà là. Est-ce que je peux faire comme ça? Non, je vais essayer, mais je n'ai pas. Donc, caisse, donc du coup, j'ai pas d'autres hôtes à rajouter. Voilà. Le principe, c'est ça, c'est de vous mettez l'adresse de votre SXI, enfin, ou de vos ESXi si vous en avez plusieurs. Là, je vais faire un dernier essai. Et autre chose. Alors, du coup, je vous disais que ici, avec le vCenter, une fois que vous avez rajouté des autres, vous obtenez des possibilités supplémentaires que vous n'avez pas avec le SX. Par exemple, si je vais sur cette hôte-là, ici, je vois déjà toutes les machines de l'hôte 0.25 et en dessous, je vois toutes les machines de l'hôte 0.27. Donc déjà, au moins, les deux autres, je peux les contrôler de la même page, ce qui évite de faire des allers-retours dans tous les sens. Maintenant, comme je vous disais, aussi, là, si je prends une machine, si je fais un clic droit, ici, on trouve cloner. Parce que du coup, ça, on ne peut pas dupliquer une machine directement à partir de l'ESX tout court. Donc ici, par exemple, je vais essayer, je vais faire cloner une machine virtuelle. Donc là, il me demande un nom. Clone 1. Je vais essayer de venir voir après. Là, il me demande où je veux l'envoyer. Donc là, si j'avais plusieurs serveurs, ben, je verrais mes différents serveurs. Provisionnement dynamique, toujours. Et là, du coup, après, je regarde là où j'ai un peu de place pour le faire. Sachant que si vous regardez bien en détail, ici, vous voyez
la capacité, qui est la capacité totale du disque dur. Vous avez une colonne provisionnée, c'est-à-dire combien d'espace occuperait le maximum si tous les disques étaient remplis à 100%. Donc là, on voit que j'ai 1,09 Tera de dispo et que j'ai déjà provisionné 1,18 Tera. Donc j'ai déjà provisionné plus que l'espace total que j'ai de disponible. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention des fois avec d'avoir le en mode dynamique. Mais si des fois les machines vont pas mal fluctuer et vont avoir tendance à grossir assez rapidement, dans ces cas-là, ça peut être intéressant de bloquer directement tout l'espace pour éviter les messages d'erreur en disant attention, vous avez plus de place. Parce que du coup, vous avez dépassé le provisionnement total. Alors que si effectivement vous n'êtes pas en mode dynamique, que vous êtes directement, vous bloquez l'espace, au moins vous êtes sûr que vous n'allez pas dépasser la capacité. Vous n'allez pas laisser de trucs comme ça. Et après ici, libre, c'est ce qui est réellement libre sur les disques durs. Donc par exemple, la machine que j'ai prise, je vais l'envoyer, je vais la cloner vers le disque stockage 1, où j'ai encore 400 Go disponibles. Ici, on me demande si je veux personnaliser la machine, si je veux personnaliser un peu le matériel de la machine que je vais cloner. Et si je veux la mettre automatiquement en route dès que j'aurai fini de l'installer. Donc là, on va rien faire de plus, on va juste faire un clone pur. Là, il y a un petit résumé, en fait, terminé. Et là, ici, dans les tâches récentes, il nous montre où il en est par rapport à l'avancée de la copie. Et ça, c'est quand même pratique quand on a plusieurs fois la même machine à réutiliser. Après, ça, on peut le faire quand même plus ou moins en passant par un OVF, comme je vais vous montrer après, qui permet d'archiver la machine compressée pour que ça prenne moins de place, et ensuite de réimporter X fois la machine, mais sachant que le nombre de fois, il faut les faire une par une. Vous ne pouvez pas dire à l'ordinateur de je veux 5 copies, et lui après il fait les 5 copies. On va faire une, ensuite une deuxième, ensuite une troisième. Après, vous pouvez en lancer plusieurs en parallèle, mais il faut vérifier l'état d'avancée pour éviter une saturation et que du coup ça finisse par ralentir. Voilà, donc là on voit qu'il avance. Là il est en train de me le mettre en dessous. L'autre possibilité qui se retrouve maintenant, c'est en faisant un clic droit à nouveau sur une machine. Vous allez trouver ici migrer pour du coup déplacer la machine. Mais ici, contrairement au Proxmox, il y a des petites options supplémentaires. Par exemple, ici, il propose de modifier uniquement la ressource de calcul. D'après vous, qu'est-ce que c'est, la ressource de calcul? Hein? Quasiment. En réalité, c'est vers l'autre. C'est vers un autre serveur. La ressource de calcul, ils disent que c'est un autre hôte ou un autre cluster. Donc c'est le matériel qui va permettre de faire les contrôles. Modifier. Ça après, ça va dépendre des composants. Mais si tu as une carte graphique dans ton serveur, tu vas pouvoir allouer ta carte graphique à une machine. Par exemple, si tu as dans une machine VM qui va faire soit du jeu ou qui va avoir besoin de puissance 3D, tu vas pouvoir lui attribuer la carte graphique à cette machine-là. Donc après, ça va dépendre des cartes. Parce qu'il y a des cartes qu'on peut allouer seulement à une seule machine. Mais tu as des cartes spécifiques pour les serveurs et tout, que tu vas pouvoir découper
en plusieurs et attribuer à une partie à chaque machine. Après ça dépend du matériel. Donc après, on peut aussi juste modifier le stockage, c'est-à-dire déplacer vers un autre disque dur. Si justement si par exemple on a rajouté un disque dur parce qu'on était trop juste en place, bah du coup, pour relibérer de la place, bah on déplace certaines machines, mais sans les déplacer de serveur. Modifier calcul et stockage. Donc là, on va modifier les deux directement. On va le déplacer, on va le changer de serveur et changer de disque dans le même temps. Et l'autre, c'est un peu plus spécifique, c'est exporter entre vCenter, c'est-à-dire c'est pour envoyer une machine vers un vCenter qui ne fait pas partie d'un ensemble qui n'est pas dans le même domaine de SSO qu'on a créé. C'est-à-dire par exemple si j'avais un vSphere qui serait sur microtel.lan et qui du coup n'est pas dans le domaine rf.lan avec le SSO, on peut l'envoyer du coup quand même directement vers un autre vSphere. Voilà, il y a quand même quelques petites options un petit peu différentes par rapport à Proxmox. Proxmox, quand on migre vraiment de serveur et du coup aussi en général de disque. Et le disque, on peut encore le modifier. Ça dépend le type de disque. Ouais. Après, il n'y a plus qu'à faire suivant, choisir le serveur, s'il veut bien. Là, du coup, c'est tellement gros. S'il veut pas. Là, du coup, il me demande vers lequel je veux envoyer. Et donc là, ici, on voit qu'il met la mémoire consommée. Donc, ça veut dire que ça nous permet de choisir facilement plutôt vers quel serveur l'envoyer. Genre le serveur qui n'a pas trop de mémoire, enfin, dont la mémoire est la moins utilisée, on va plutôt privilégier d'envoyer sur celui-là. Là, quand tu fais un clone, une migration, il va prendre la configuration de la machine VM que tu lui as donnée. Il va pas réadapter. Ouais. Non, là par défaut, il a son fichier VMX normalement qui enregistre qui est l'intégralité de la configuration que tu as fait pour la machine. Donc lui, du coup, il va déplacer aussi le fichier VMX. Mais par contre, c'est pour ça que quand tu as fait le clone, il te proposait une case si tu voulais personnaliser la machine, pour justement la réadapter éventuellement à l'endroit où tu l'envoyais. Mais par défaut, il envoie brut la machine, telle quelle. C'est vraiment un clone brut. Migration, c'est juste que là, du coup, il va se déplacer. Voilà, après, du coup, on choisit le réseau vers lequel on veut l'envoyer si on en a plusieurs. Et après, on l'envoie. Et on va faire une petite pause. Du coup. Donc là, pendant ce temps-là, du coup, notre clone, c'est bien terminé. Et ici, normalement, on retrouve la machine que j'avais déplacée. Je ne sais plus laquelle c'était. Le pipe hole, mais je crois qu'à la fin, je ne l'avais pas déplacé. Un élément qu'on peut faire également ici,
dans le vCenter qu'on ne peut pas faire avec le SX, c'est que quand on va sur une machine, on peut la configurer. Et ce qui va être intéressant ici, ce sont les tâches planifiées. Parce que du coup, ces tâches planifiées vont permettre de faire exécuter certaines vérifications ou certaines actions à une machine à des intervalles réguliers. Par exemple, ce qu'on a mis en place ici, sur les machines ici, c'est qu'on a mis deux règles. La première qui permet de redémarrer le SE invité, c'est-à-dire le système d'exploitation installé sur la machine virtuelle, et l'autre, une autre tâche qui permet de mettre sous tension la machine. C'est-à-dire que si il détecte que la machine à l'heure, là, 6 heures du matin, chaque matin la machine n'est pas allumée, il va la rallumer automatiquement. Donc ce qui minimise du coup les interventions humaines pour les machines. Et l'autre pareil, de redémarrer le service, on redémarre le service invité, le système d'exploitation tous les jours. Comme ça, on est sûr qu'il n'y ait pas éventuellement de mémoire, de choses en mémoire et tout, qui puissent s'accumuler et qui puissent créer un problème. Et en même temps, s'il y a des mises à jour à réaliser, eh ben, il profitera du redémarrage pour faire les mises à jour. Donc comme ça, quand les personnes arrivent pour utiliser les machines, c'est déjà démarré, les mises à jour sont effectuées. Donc comme ça, normalement, on est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Même si Microsoft décide de faire des mises à jour et de ne pas respecter forcément ses horaires de mise à jour, au moins voilà, comme ça, tous les matins c'est fait. Il y a quasiment du coup 1h30 avant que les gens arrivent et aient besoin de la machine. Du coup, ça laisse du temps. Et du coup, on peut programmer du coup le démarrage automatique si la machine est arrêtée. Si jamais, je sais pas, il y a eu une coupure de courant ou quoi et que tout a sauté, et bah du coup à ce moment-là, on peut faire en sorte que les machines redémarrent automatiquement. Mais il y a une petite subtilité pour ça, c'est que le vCenter qui permet de gérer ça, c'est une machine virtuelle en elle-même. Et donc ça, par contre, c'est un point qui ne peut pas être modifié à partir du vCenter, mais uniquement à partir de l'ESX. C'est que là, on va pouvoir déclarer si une machine doit démarrer automatiquement quand le serveur redémarre. C'est-à-dire quand il voit que ESX se retrouve lancé et que la machine est éteinte, il va vérifier, il va se dire ah tiens lui, faut pas qu'elle soit arrêtée ou arrêtée trop longtemps. Et donc du coup il proposera de la redémarrer automatiquement. Je vais vous montrer où ça se trouve. Parce que ça peut être un réglage qui peut être effectivement très utile à connaître. Et qui n'est pas compliqué à trouver en soi, mais voilà, si vous l'avez déjà vu au moins une fois, vous allez sur la machine que vous voulez démarrer automatiquement. En l'occurrence, on va le faire sur vCenter. Ici, vous avez démarrage automatique et activé. Donc là, il est activé. On peut revenir dessus pour voir. Et ici, on peut configurer au bout de combien de temps il va essayer de démarrer. C'est-à-dire que là, si on laisse 120 secondes de démarrage automatique, ça veut dire qu'il va attendre 2 minutes après le redémarrage de ESX avant d'essayer de se lancer. Ou va tenter 2 minutes après la demande d'arrêt pour s'éteindre. Et donc là, du coup,
avec ce menu-là, au moins, si on fait ça, on est sûr que le vCenter va redémarrer automatiquement. Et donc, du coup, il va pouvoir exécuter les actions de redémarrage des machines. Parce que du coup, dans un serveur, tant que possible, on essaye de minimiser les actions humaines pour des opérations basiques de ce genre-là. Parce que sinon, si vous faites pas ça et que vous automatisez pas des choses, ben là, vu par exemple, on a plus de 45 machines VM, ça veut dire que si on n'avait pas les tâches de démarrage automatique, et ben, du coup, on serait obligé de redémarrer à la main chacune des 45 machines. Bon, en réalité, on peut redémarrer en masse, mais on est quand même obligé du coup de le faire à la main. Alors que là, du coup, avec le vCenter, on a des outils qui permettent de le faire automatiquement. Et si on regarde par exemple les tâches planifiées, c'est de mettre tension, on peut demander d'arrêter à une certaine heure aussi. Voilà, si pendant la nuit, on ne veut pas que les machines tournent parce que il n'y a pas de raison qu'elles tournent parce que les employés ne sont pas là, et ben on peut très bien dire à 19h30, les machines s'arrêtent. Et comme on a replanifié un redémarrage automatique des machines le matin, et ben du coup, quand la personne vient, elle s'est pas aperçue forcément que du coup sa machine s'était arrêtée, puisque pour lui, quand il revient, la machine elle est disponible. Donc, après, par contre, faut que les gens aient été prévenus de base que les machines étaient éteintes le soir. Pas qu'ils laissent un truc tourner ou des documents ouverts, parce que sinon les documents seront perdus s'ils n'étaient pas enregistrés. Donc après, ça fait partie des techniques de communication dans l'entreprise par rapport aux salariés. Des fois, c'est à vous d'envoyer et de prévenir comment les choses fonctionnent pour éviter d'avoir des gens qui viennent et qui râlent parce qu'ils ont perdu des données, parce qu'ils avaient laissé des documents ouverts le soir, sont partis à 5 heures, ils n'avaient pas envie de finir le truc, ils l'ont laissé, et puis quand ils arrivent le lendemain, là, c'était fermé, c'était pas enregistré. Donc, hein? Oui, d'autant plus si vous aviez prévenu que les machines étaient éteintes chaque nuit, ou redémarrer chaque nuit, et comme ça, au moins, après, s'il y a des problèmes, vous n'êtes pas tenu responsable, vous avez prévenu. Après, si les gens n'ont pas tenu compte, ça, c'est un autre problème. Mais au moins, vous, de votre côté, comme ça, vous êtes couvert. Voilà, regardez la note de service qu'on a envoyée à tout le monde, prévenu que toutes les machines sont redémarrées ou arrêtées la nuit. Après, des fois, c'est peut-être pas vous directement qui allez le faire, ça peut passer par un service communication de l'entreprise, mais c'est vous qui donnez les éléments à ce service pour qu'il transmette. Donc, mettre hors tension, on peut même aussi programmer de prendre un snapshot automatiquement une fois par jour, par exemple. On peut très bien dire on prend un snapshot et puis comme ça, s'il y a un problème avant les mises à jour, par exemple, prendre un snapshot tous les lundis, sachant que Microsoft déploie ses mises à jour les mardis. Comme ça, au moins, le snapshot est fait. Et ça évite que si jamais après le mercredi, pour X ou Y, il y a un problème avec les mises à jour, au moins vous pouvez restaurer le snapshot qui est correct. On peut aussi à certains moments demander à migrer les machines automatiquement. Ça peut servir parce que justement vous allez avoir besoin, on va dire une fois par mois, vous avez besoin d'intervenir sur le serveur, vous avez besoin que le serveur soit redémarré. Et bah du coup, la veille du jour où vous devez intervenir dessus, vous migrez automatiquement les machines sur un autre serveur.
qui va prendre le relais le temps que vous fassiez votre manip. Et après, le lendemain, vous les remettez sur le serveur principal sur lequel vous êtes intervenu. Comme ça, pour les gens, c'est transparent. Et vous, comme ça, vous n'êtes pas obligé de vous mettre la pression d'avoir un temps réduit pour le faire au moment où le serveur est coupé, quoi. Après, ça va dépendre du volume de machine et tout à déplacer. Donc ça, après, le timing à faire, c'est à planifier en fonction du volume. Mais après, ça dépend aussi si tu déplaces juste la ressource de calcul ou si tu déplaces aussi l'espace de stockage. Parce qu'on a vu que la migration, on pouvait varier les choses. On n'est pas obligé de déplacer aussi l'espace de stockage. Ressource de calcul, c'est le serveur sur lequel il est placé. Et le stockage, c'est le disque, la base de données, la banque de données dans laquelle il est stocké. Et justement, par exemple, si vous avez une banque de données en ISCSI sur un serveur spécial dédié pour le stockage, bah, du coup, les machines, les disques sont déjà dedans. Donc il y a juste à déplacer la ressource de calcul. Puisque l'autre, c'est déjà sur un serveur à part. Donc comme ça, si vous planifiez bien ces éléments automatiques et tout, vous pouvez vous simplifier pas mal la vie quand même par rapport à l'utilisation et à comment vous gérez les trucs. Après, bah, ça dépendra de la politique de la boîte et tout hein, aussi, et du matériel qu'ils ont de dispo pour pouvoir gérer efficacement ces étapes. Mais au moins la fonction de redémarrage et de mise sous tension, ça coûte pas, ça mange pas de pain. Parce que bon, si jamais la machine est déjà sous tension, bah, il va vous dire qu'il n'a pas pu effectuer l'exécution. Et si c'est bon et qu'il a pu le faire, bah, il vous dit que c'est bon. Donc ça, c'est un outil qui est utile à gérer. Ici, là, c'est pour dire quelles alarmes il peut envoyer si on a réglé un serveur de mail pour envoyer des messages. Après, réseau, c'est pour si on veut changer de carte réseau qu'il utilise. Voilà, donc c'est ça. Et après, vous pouvez aussi surveiller l'utilisation de la machine pour voir justement la machine si elle utilise beaucoup de mémoire, beaucoup de processeurs et tout, pour pouvoir rapidement voir quelle machine, s'il n'y a pas une machine qui a l'air de consommer trop de ressources, qui soit toujours à 100%. Donc avec la surveillance, vous pouvez le faire. Alors que dans le SX, vous pouvez le faire, mais vous pouvez voir que sur une heure. Vous ne voyez pas sur toute la journée. Alors qu'ici, on peut voir plus loin. Là, pourquoi je ne le propose pas ici? Bon, là, je sais pas pourquoi pour ça. Après, vous pouvez aussi surveiller au niveau de la machine complète. Là, par exemple, ça c'est tout l'intégralité de la machine. On voit que tout l'autre, on voit où il en est de la mémoire. On peut voir pas mal de choses plus en détail sur des plus grandes longueurs. Voilà, c'est ça que je cherchais. Là, c'est la performance en temps réel et on peut revenir sur la performance sur une année. Donc on voit sur une année comment ça a travaillé, s'il y a eu des pointes s'il y a beaucoup d'éléments qui sont hauts. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, si on voit que la mémoire a beaucoup augmenté au cours de l'année, ben ça veut dire que du coup, il va peut-être falloir prévoir d'upgrader un peu la quantité de mémoire, par exemple, ou d'upgrader le serveur, parce que ça se trouve, le serveur, il a peut-être 7-8 ans,
Et peut-être que du coup, il répond plus trop aux attentes et où il commence vraiment à être saturé par rapport aux attentes et aux modifications d'utilisation qui a été fait dans la société. Donc ça peut donner des indicateurs d'avoir aussi l'année complète sur l'évolution du trafic et de la charge du serveur pour pouvoir justifier à son patron ou au financier le fait de racheter du matériel ou de changer complètement de serveur. Parce qu'après, du coup, si tu changes le serveur complet, c'est un coût, donc ça faut arriver à le vendre. Donc il faut avoir des éléments qui permettent de justifier pourquoi il y a des ressources, pourquoi vous en avez besoin, et justement toutes ces courbes de performance permettent de bien illustrer les choses. On voit par exemple ici le processeur, on voit que il est quand même assez peu utilisé hein, au total malgré toutes les machines, même si elles ne tournent pas forcément à 100% à fond, on voit qu'il dépasse rarement les 40% d'utilisation. Sauf ici, là où à un moment on a dû redémarrer toutes les machines. Donc là forcément il a fonctionné à 110% pendant une petite période. Mais tant que c'est court, bah, il n'y a pas de raison de s'affoler. Mais du coup, ça peut donner des arguments. Et on retrouve aussi les différents problèmes qu'il a rencontrés pour voir s'il y a des choses. Donc voilà, c'est surtout ça que du coup vous allez utiliser de base au niveau de vCenter. Après, on peut faire d'autres choses et tout, mais voilà, c'est dans les options les plus utiles et les plus de base que vous pouvez être amené à utiliser. Si vous touchez à du vCenter, et comme c'est quand même relativement courant en entreprise de travailler sur des serveurs sous VMware, au moins comme ça, il y a moins de... Ça permet de montrer qu'est-ce qui est possible. Ici, on peut voir les différents autres. Si on avait plusieurs autres dans le cluster, on verrait toutes leurs performances en temps réel, directement en une seule page. Mais bon, là, comme du coup, on n'a pas de cluster, on n'a qu'un seul, que deux indépendants, ça pose pas de problème. Enfin, du coup, on voit qu'un seul à la fois. Ça veut dire. Et après, ici, vous retrouvez les différentes banques de données qui correspondraient au cluster. Si on avait le 0.25 et le 0.27 qui étaient dans le même cluster, je verrais tous les disques, toutes les banques de données qui correspondent au 25 et au 27. Je sais pas si on les voit, non. Ici on les voit parce que c'est pas des clusters. Donc ça c'est dans les fonctions de vCenter. Maintenant si on revient un petit peu ici, donc ici on va voir que hôte par hôte, mais on voit quand même ses capacités utilisées réellement directement. On voit des rappels sur le nom de la machine, sur son IP, sur ses performances, depuis quand ça fonctionne. Là ici du coup on voit la dernière heure. On voit que là la mémoire a été consommée presque 80%. Mais par contre le CPU lui a été assez peu utilisé. On retrouve les banques de données et ici on retrouve VM Network et le nombre de machines de VM qui sont utilisées par ce réseau-là, qui est le switch de base. Donc ici, on voit notre carte qui est notre carte physique. Et derrière, on voit les machines qui sont reliées sur cette carte physique. Donc ça fait un switch en fait ça relie pour lui à un switch virtuel
sur lequel il va modifier les machines. Maintenant, admettons que j'avais une deuxième carte réseau et que je voulais du coup lui donner un autre élément. Puisque justement, soit parce qu'on a fait un VLAN ou qu'on a plusieurs réseaux sur la machine, mais qu'on ne veut pas que les machines communiquent entre elles, si on se met sur la mise en réseau, on peut ajouter un groupe de ports. Donc là, on va mettre host only par exemple, 1, sans VLAN, et switch 0. Ici, ça c'est d'autres éléments. Et donc là, on voit qu'il a la même carte, mais on peut le renvoyer sur le host only 1. Donc si par exemple, alors déjà, on va rajouter, je vais faire l'exemple directement, je vais rajouter à l'ESX, je vais rajouter une carte réseau. Comme ça, vous allez voir, on va vraiment différencier les ports. Parce que pour l'instant, j'en ai qu'un. Add network adapteur. Ici, du coup, je vais le mettre sur un host only. Du coup, il faut que je le fasse à chaud. Je ne vais pas la recouper maintenant. Parce que là, du coup, il me dit qu'il n'a plus assez de place pour enregistrer la machine pour le branchement à chaud. Et du coup, c'est au niveau de la mise en réseau, on peut créer autant de sous-réseaux qu'on veut en fonction de ce qu'on veut brancher dessus. Donc là, par exemple, cette carte-là, qui n'est pour l'instant du coup pas branchée, et ben, je vais la rebrancher. Il va me proposer VMNIC 1 à la place. Et donc du coup, je saurais que celle-là, elle est reliée à l'Ostomy 1. Et par exemple, je pourrais prendre cette machine-là, la test ISCSI. On voit que son adaptateur réseau, c'est le VM Network. Non, du coup, c'est pas comme ça, pardon. Donc, test ISCSI. Modifier les paramètres. Et ici, on voit que maintenant, j'ai host only 1 qui m'est proposé. Donc, si maintenant je vais dans host only 1, j'ai bien la machine test ISCSI qui est bien dirigée vers la carte qui possède le host only 1. Donc, ça fait que plus vous avez de cartes réseau, plus vous pouvez éventuellement brancher de réseaux différents en parallèle, mais bien séparés quand même comme si c'était sur des switches physiques indépendants les uns des autres. Donc ça, c'est utile justement après si on a des VLAN qu'on veut après regrouper seulement certains VLAN. Comme ça évite d'avoir toutes les machines sur le même réseau. On va mieux pouvoir contrôler quelles machines peuvent se connecter avec quels éléments. De toute façon, on va le voir normalement. Je l'ai mis pour un petit peu après la rentrée avec le routeur Wi-Fi et tout ce qui est VLAN. Et donc du coup, on peut rajouter des cartes réseau. Par contre, on peut les gérer, on peut les voir au niveau du vCenter. Par contre, on ne peut pas les créer à l'intérieur du vCenter. Ça, c'est une option qui n'est valable que à partir de l'hôte lui-même.
Mais par contre, vCenter, une fois que c'est créé, les cartes, il va les trouver. Là, si je fais un réseau, c'est pas celui-là. Voilà. Oui, mais non, je suis bête, je l'ai créé sur un autre. Voilà. Je pas sur le même. Et voilà, par exemple, on voit que on a 20 machines qui sont sur un réseau et 3 autres qui sont sur un deuxième réseau, une deuxième interface de carte réseau qui est différente des deux. Donc normalement, là, même si elles ont les mêmes adresses, elles ne peuvent pas communiquer entre elles, entre le R2 et le Web Network, puisque pour lui, c'est deux switches différents, c'est deux cartes différentes, et s'il n'y a pas de routeur entre les deux, elles ne peuvent pas communiquer. C'est, en fait, vous pouvez en faire autant que vous voulez, et ça va correspondre plus ou moins aux équivalents des VMnet que vous pouvez créer qui sont liés à un réseau. La seule différence, c'est que là, le réseau, ça va être plus ou moins les machines qui vont le déterminer. Il n'y a pas un setup de réseau virtuel comme il y a dans le VMware Workstation. Ici, ça sera les machines que vous allez mettre dedans et que, par exemple, vous mettez un serveur qui va envoyer sur le réseau 10. Après une deuxième carte, vous mettez un serveur qui va envoyer sur le réseau 20. Bah, du coup, les machines qui sont sur le même emplacement vont récupérer des adresses en 10 ou en 20 en fonction de la carte. Donc ça permet vraiment de contrôler les flux à l'intérieur même de la machine et d'avoir tout branché, on va dire, sur le même switch. Là, du coup, chaque carte ou port que vous allez utiliser pour diviser ces cartes, c'est comme si vous aviez un switch indépendant les uns des autres. Mais rien ne vous empêchera de remettre un PFSense qui va faire la liaison quand même entre les deux. Ça n'empêche pas. D'ailleurs, je crois que j'avais dû le faire ici. Une question. Là, si je regarde les caractéristiques, modifier les paramètres. Bon, là, du coup, pas forcément le meilleur exemple. J'avais mis sur le Web Network les deux. Et c'est juste que du coup, j'avais rechangé les adresses quand même à la main. Là, du coup, je ne l'ai pas forcément fait le plus propre du coup. Là, j'aurais dû avoir VM Network et VM Network 1 par exemple, en fonction du réseau du PFSense. Par contre, pourquoi il n'est pas allumé celui-là? Je vais l'allumer de toute façon, à moins que ça en ait un autre. Mais voilà, ça va vous permettre en connaissant ça, de pouvoir plus facilement gérer les flux réseau à l'intérieur des machines si vous avez un serveur de virtualisation et qu'il y aurait pas mal de machines. Et que vous ne voulez pas que forcément toutes les machines ne soient sur le même réseau ou ne puissent pas communiquer ensemble. Après, il y a aussi la possibilité du coup de les rediriger vers des VLAN, en particulier par rapport à un switch. Ça, en général, c'est comme ça qu'est réalisé le plateau de TSSR. Et qu'il est divisé en plusieurs VLAN qui du coup redécomposent des réseaux bien distincts. Et après, il y a un routeur qui fait la liaison entre les différents éléments. Et de toute façon, je vous ferai une espèce de simulation plus ou moins quand on fera le VLAN. Vous voyez, ça vous parlera mieux effectivement quand on l'aura vu. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant de faire montrer? Donc ça, c'est les raccourcis.
le jeu d'une écho. C'est ça. J'avais modifié entre les deux. Et ici, du coup, on va se... Bon, voilà, donc pour les trucs les plus utiles qui vont vous servir le plus à la base. Après, ici, vous avez géré. Ce qui peut être intéressant à savoir, c'est ici, vous avez géré matériel. Et ici, justement, parce que on parlait tout à l'heure d'une éventuelle carte graphique, si on voulait l'attribuer à quelqu'un. Est-ce que je relais bon, là, je ne sais pas pourquoi il ne me le propose pas. Mais ici, en fait, dans matériel, on retrouve tout le matériel reconnu par le serveur. Là, vous auriez votre carte graphique. Et du coup, vous pourriez le faire un relais entre cette carte graphique de votre serveur directement vers une machine spécifique. Donc là, j'ai que des composants qui sont incompatibles avec le relais, donc je peux pas le simuler, mais c'est à cet endroit-là que vous le trouverez. Si je dois pouvoir vous le montrer, si je fais justement le 25 par exemple, parce que là du coup c'est un serveur physique, là on devrait le mieux le voir. Donc gérer le matériel. Voilà. Donc là tout ce qui est en gris correspond à du matériel que je pourrais relayer vers des machines. Donc là par exemple, Broadcom NetExtreme, ça c'est les cartes réseau. Gigabit Ethernet. Donc je pourrais très bien décider que ce point-là, j'active le relais. Bon. Elle n'a pas voulu. Mais après, une fois le relais activé, je peux l'attribuer du coup à une machine. Ça, c'est ce qu'on appelle le pass-through en anglais. Donc je vais l'écrire ici, comme ça se verra mieux pour tout le monde. Pass-through, en fait, littéralement, c'est passer à travers. Pass, c'est passer. Through, c'est à travers. Donc, on passe le matériel à travers directement. Le matériel va directement d'un point A à un point B. Il ignore plus ou moins, on va dire, le système d'exploitation ESX, on va dire. Il ne sera pas utilisé par le ESX, c'est vraiment lié spécifiquement à un matériel en particulier. Ou à plusieurs en fonction du type de matériel utilisé et de ce qu'on veut faire. Comme tout à l'heure, par exemple, la carte graphique. Il y a des cartes graphiques qu'on peut redécouper en morceaux, on va dire, pour les attribuer à plusieurs machines simultanément. Ou on peut prendre toute la carte et la donner uniquement à une machine qui a besoin de capacité de calcul GPU avancée par rapport à d'autres. Et voilà, c'est la technique qu'on appelle du pass-through dans les hyperviseurs de type 1. Ça, du coup, on le retrouve par contre que dans les hyperviseurs de type 1 parce que eux, ils ont accès directement au matériel. Si vous n'avez pas accès au matériel et que c'est du matériel émulé, bah, vous ne pouvez pas faire de toute façon le mode pass-through. Vous allez pouvoir utiliser certaines portions, mais moins directement que les éléments. Bon, là, on voit qu'il n'y avait pas grand-chose que je pouvais forcément rebasculer, parce que de toute façon, il n'y a pas de carte graphique et tout. Mais par exemple, j'aurais pu attribuer un port particulier de réseau
spécifiquement à une machine parce elle a besoin d'avoir une ligne plus directe entre la carte réseau et elle-même. Du coup, là, elle évite même limite les trucs de réseau de VMware. Elle est vraiment branchée physiquement à la machine. C'est ça l'intérêt du pass-through, c'est pour vraiment d'avoir certaines machines qui utilisent vraiment 100% brut de la puissance du matériel, sans passer par la couche, même si elle est légère, sans passer par la couche de l'hyperviseur. C'est ça le principe. Donc ça, éventuellement, c'est un truc qui peut potentiellement vous être demandé de passer une carte graphique ou certains matériels sur un nouveau serveur ou des trucs comme ça, ou de reconfigurer pour reconfigurer certaines machines, de le mettre en passe-through et après de la réactiver dans les paramètres de la machine directement. Bon, voilà, ça sera déjà bien pour aujourd'hui. Je crois qu'on est fait encore bien chaud là. Les machines elles sont en train de souffrir. Je les entends là qui tournent d'ici. Donc demain, distanciel du coup, comme prévu. Donc on va parler de quelques trucs théoriques plus un test. Je ne sais pas encore si je le fais à partir d'un document Word ou sur Moodle. J'hésite entre les deux. Mais il y aura un moment dans la journée une partie de test. Pour refaire un petit test avant le départ, et sinon on va parler de quelques éléments, des éléments plus théoriques, en étant à distance. Hein? Demain, j'ai mis au moins la veille technologique et j'ai mis quoi d'autre? Et s'y montrer aussi le fonctionnement de la base de connaissances de GLPI. Parce que ça, c'est un élément qui est quand même intéressant à voir où ça se trouve, comment ça se gère. Mais de toute façon, du coup, GLPI, on peut utiliser le serveur qui est directement là, on peut l'utiliser à distance. Donc, j'ai pas envoyé? Ah, je croyais avoir envoyé, j'ai voulu, et puis je le fais tout de suite. Je le fais tout de suite. Comme ça, s'il y a un problème. Hop. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Normalement, j'ai vu tout le monde là. J'ai vu. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Tac. Ok, c'est mis, c'est bon. Okay. Donc demain, du coup, distanciel sur la plateforme directement. Ouais. Demain, j'ai un rendez-vous à la mairie à 10h. Je pense de 10h jusqu'à 11h. Au revoir. Je serai pas disponible. Ok. Soit. Alors, URL, je vais copier l'URL. Tac, tac. Quand vous avez... En fait, on peut connecter les exports. D. Vous avez dit tout à l'heure, en fait, on peut connecter des équipements Ouais, c'est ça. avec d'autres. À une machine virtuelle en particulier. Maintenant, parce que j'ai vu des processeurs. Non, La carte graphique. La carte graphique, bah, tu lui dis ta carte Nvidia 1060, elle va pas être gérée par le SX, par le système de base ESX. Tu lui dis, tu l'envoies directement à la machine VM25 jeu. Et comme ça, dans la machine virtuelle, tu vas retrouver directement ta carte Nvidia 1060 directement. Et donc, on peut l'exploiter. Et tu l'exploitais comme si tu étais sur une machine physique avec ton Windows directement installé sur ta machine physique. Et ça, c'est quoi en fait? C'est
Non, non, c'est pas d'émulation, c'est il prend, il accède directement Ouais, à la carte directement. directement sans même passer par le SX. C'est vraiment comme si tu étais sur ton truc. Et je te dis, en fonction des cartes graphiques, il y a des cartes graphiques, si elles ont pas mal de puissance et de VRAM, tu peux découper la VRAM en morceaux pour utiliser sur plusieurs machines. Pour des jeux qui ne demandent pas forcément beaucoup de puissance. Je crois que c'est Linux Tech Tip il y a quelques temps. Hein. Maintenant, je crois que ça s'est amélioré en plus la technologie. Mais c'était quand il avait fait, c'est à une époque où Nvidia laissait pas forcément beaucoup de latitude, c'était pas forcément plus facile à gérer. Et je crois qu'il avait branché une carte graphique, ça devait être une équivalent d'une 1080, je crois, à l'époque, un truc comme ça, entre 6 ordi. Et ils avaient fait tourner, du coup, session 6 Counter-Strike simultanément, à partir d'une seule carte graphique. Ah, c'est pas le plus gourmand. Non, mais bon. Hein? En fait, parce qu'il y avait des petites manips qui permettaient déjà à l'époque, mais il fallait bidouiller un peu pour découper, comme je te dis, la RAM en plusieurs morceaux, qu'elle soit exploitée. Maintenant, ils ont amélioré, je crois, quand même la facilité dans certains cas en fonction de certains matériels. Peut-être pas forcément tous, mais ils ont amélioré des choses là-dessus. Je l'ai pas testé, mais normalement, avec la carte que j'ai chez moi, je devrais pouvoir le faire. Donc, celle qui est j'ai 12 Go, donc je pourrais la découper. C'était une config, minimum ou Qu'il avait Combien utilisé. combien de CS en base 2 gigas, 4 gigas? Je sais pas. Je pense que le CS1, à mon avis, tu peux faire tourner à 1 giga en moyen. Ah ouais, ça pourrait faire ça. Donc, je pense que là, tu pouvais donner 1 giga, ça suffisait pour tester le truc. Donc, ça, chacun. ouais, chacun a un morceau, mais tu as une seule carte graphique. Ça économise du matériel et des coûts, quoi. Donc, c'est un truc effectivement à savoir quand même. Donc, c'est faisable. Oui, ça serait pas. Non, c'est pas... Après, c'est plus ou moins simple à activer en fonction du matériel. Là, avec normalement le SXI, lui, ça s'active assez facilement. Mais il y a peut-être une option à recocher en plus avant celle-là. Mais je sais que le Proxmox, ça se fait, mais il y a quelques fichiers de boot à modifier pour que ça marche. Mais je l'ai fait, ça, une fois que tu as le tuto et que tu as les commandes qui sont à faire, Ouais, c'est pas compliqué. Voilà. bon, ben demain. À demain. Bon courage. Allez, à demain. Ah, non. Bon, je vais le remettre aussi sur WhatsApp comme ça. Monsieur, Oui. c'est bien demain, c'est présentiel ou distanciel? Pardon, excusez-moi, j'avais lu. Attends, je suis en train de le marquer sur WhatsApp comme ça, et c'est bien du distanciel. Non, excusez-moi, d'accord. j'ai lu l'inverse. De toute façon, moi je suis là de toute façon. Hein. Physiquement, moi je suis au Ouais, centre. peut-être je vais passer demain parce que j'ai des questions, je sais Ouais, pas. pas de souci. Moi je suis là de toute façon. Merci. Je crois qu'il y en a quand même qui viennent du truc d'à côté. Je suis pas trop sûr, donc je Non, viens parce de toute qu'en façon. distanciel, c'est pas. Moi, j'ai pas tout capté. Il y a des questions, enfin, c'est pas grave. Hmm. Ah, Demain, je vais voir si je passe demain dans l'après-midi ou je sais pas. ok. Ouais, non, Merci. mais ça effectivement, c'est le. S'il vous plaît, Ouais, rapidement, vous ouais, pouvez. vas-y. Mais est-ce que mes deux signatures, elles sont passées Alors, attends, je te dis ça. matin et après-midi? Euh, je réponds en même temps à Iliane.
Demain, je vais faire un petit test. Je ne sais pas exactement à quel moment je vais le lancer. Je ne sais pas encore la forme que je vais utiliser. Donc il y aura une petite partie de test. Sinon, on va vous montrer la base de données de GLPI, parce que ça c'est un élément à connaître quand même, qu'on n'avait pas vu. Donc je me suis dit, un jour en distanciel, c'est bien. Non, pas ITIL, la base de données GLPI, la base de connaissances. Et C'est pour après, les utilisateurs la hors veille, GLPI. la veille technologique aussi. C'est Oui. pour les utilisateurs hors GLPI, c'est ça? Non, c'est plus pour les entre techniciens, pour dire tel problème rencontré, telle solution a été apportée. D'accord. C'est ça la base de connaissances. Non, parce que pour, dans un réseau où il y a plusieurs machines avec différents utilisateurs, Hmm. parce que nous, en fait, on a vu que, on avait vu quoi? On a utilisé que les utilisateurs qui ont été créés dans GLPI. On n'a pas vu pour des utilisateurs hors GLPI, en fait. C'est pour ça, Ouais, enfin, bah, je hors pense. GLPI, il y a pas, et du coup, ils n'ont pas de compte. Après, c'est les différents moyens de connexion que j'ai dit, soit soit par téléphone, soit par email, ou soit quand les gens se déplacent directement. Que c'est toi qui D'accord. qui crée le ticket dans ce cas-là, s'ils n'ont pas de compte. Ah, d'accord. Donc, tout se fait dans GLPI. Ah, d'accord, ok. Oui, oui. Bon. Mais du coup, si les personnes ont pas de compte dans GLPI, bah, ils peuvent intervenir par différentes façons. Parce que du coup, dans GLPI, dans un truc genre un FAI de Free, par exemple Free, ils vont pas avoir une base de données avec tous les utilisateurs dans GLPI, quoi, on va dire, ou dans un ticketing. Ouais. Ils vont avoir la base client et après ils vont faire des relations avec ça quand la personne appelle. Quand la personne appelle, bah, ils vont retrouver Ouais. par rapport au numéro de téléphone et à ce moment-là, ils vont créer un ticket dans leur base, mais ils vont pas créer l'utilisateur forcément. Parce que sinon, t'imagines la Ah, base de d'accord. données vu le nombre d'utilisateurs chez Free ou D'accord, même oui, chez c'est les vrai. autres opérateurs, ça Non, parce ferait que moi, je me rappelle des dans P. votre explication, une fois, enfin, quand on l'avait installé une fois, vous avez dit que ça, c'est pour pour n'utiliser que les utilisateurs internes. Oui, C'est-à-dire ceux qui sont été créés par GPI, pas les autres. C'est pour ça que je me disais qu'il y avait forcément, enfin, Non, non, après, ça peut être parce que justement, s'il y a 1200 personnes dans une boîte, tu vas pas en fonction de comment tu fais, soit tu leur laisses, soit tu crées 1200 entrées dans la base de données en mode self-service, où là, ils peuvent déposer leur ticket, ou soit tu les crées pas, et soit tu vas faire une relation avec une autre base de données pour le mettre, ou c'est toi qui vas faire une liaison. Ça va dépendre un peu comment sont faites les choses. Après, tu peux aussi, je l'ai pas montré, mais je l'ai expliqué dans mon DP, tu peux relier aussi le GLPI à un AD. Donc ça oui, fait ça, on que, l'a pas fait, ça. non, on l'a pas fait. C'est pas exactement forcément le programme. Je verrai si on peut le caser, j'essaierai. La logique, normalement, on devrait le faire parce que Hmm, si on doit enrôler, déjà, si on enrôle un Linux, et hmm, si on installe GLPI dessus pour gérer, ouais, ah non, mais si on enrôle, c'est que ça sera un serveur, AD, non, il faut que ce soit un serveur, c'est un GPI, c'est sur un serveur. ouais. Donc c'est le Mais après, serveur Linux qui va enrôler les autres machines. il peut être sur il peut être sur le même serveur, hein. Le Linux, le GLPI peut être installé sur le même serveur que le serveur AD, même si c'est un AD Linux. D'accord. J'ai essayé de Ah voir ouais, mais encore, si je peux le caser, mais d'autres choses un peu plus prioritaires à caser par rapport à ça. ça marche. Et c'est bon pour le matin et l'après-midi? Oui, alors attends. C'est vrai que tu m'as demandé ça. Donc là, ça c'est l'après-midi, c'est bon. Et le matin, c'est bon. Ok, bah, tout est parfait. Merci Ouais. monsieur, à demain. Après, je te dis, si tu veux déjà jeter un œil quand même en avance, normalement, j'ai mis déjà le tuto quand même de lier GLPI à un Active Directory dans le répertoire GLPI. Il y a déjà la ressource. Ouais, d'accord, parce que là, en fait, j'ai réinstallé chez moi Mhm. sur un Linux serveur, sur un Ubuntu serveur, j'ai réinstallé GLPI. Ouais. Du coup,
je m'entraîne un peu dessus à Mhm. côté de ce qu'on fait déjà. Ouais, non, mais c'est Parce que bien. là, on travaille sur ESX Ouais. et à côté, je travaille aussi sur l'autre. Mhm. Parce que j'ai pas envie d'effacer, parce que j'ai pas beaucoup de place en fait. Ouais. J'ai Ah, plein de trucs sur mon ordinateur, donc Après, du coup, je peux pas. je te dis, même si normalement c'est pas recommandé ou au moins pour switcher, tu peux toujours utiliser je sais pas si t'as un disque dur externe ou pas, Ouais, pour stocker quelques machines dessus. Mais à ce moment-là, il faut faire régulièrement des snapshots en cas de problème. Parce que ouais, du coup, suffit ouais, ouais. suffit qu'il y ait une coupure, mais sinon, ça te permet de switcher, tu déplaces d'une machine du disque et du disque virtuel, du disque externe, tu le ramènes sur la physique au fur et à mesure. Ça peut être une possibilité, si t'en as un, hein, bien sûr. Oui, j'ai un disque dur externe. Oui, donc tu peux Je éventuellement. l'avais utilisé comme clé de boot. C'est ce que j'utilise comme Ah clé de oui, boot. d'accord. Mais après, une fois que la clé de boot est faite, ça t'empêche pas de rajouter des éléments dessus, hein. Du moment que Oui, 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 c'est vrai. tu puisses mettre des gros Oui, oui, fichiers. bien sûr. Faut voir donc le format, c'est tout, le format de fichier utilisé par la clé de boot, si tu peux mettre des gros fichiers comme les ISO, les trucs comme ça. Ouais, ça marche. Mais ouais, non, si tu veux passer demain, on essaiera de revoir ça. Moi, je serais. Normalement, si y a Ouais, parce que s'il y a c'est un pas en changement, je peux. distanciel, c'est pas évident. Franchement, Hmm. pas évident en distanciel. Ouais. Mais bon, déjà, je te dis, normal. Là, je laisse la classe, on va dire, mixte comme ça, là. Mais logiquement, officiellement, je suis pas tenu, hein. C'est pour ça que je peux pas non Oui, plus je être sais. prioritaire forcément dessus. Donc, mais Ce serait oui, je bien sais qu'on, que. je sais pas, bon là, on se voit, Ah, cette semaine, attends. c'est pas la peine, on se voit vers la fin du mois août, mais